Bon, bienvenue à la cinquième journée, au cinquième jour de la rencontre annuelle de 2021 de la santé planétaire, organisée par l'Université de São Paulo et l'Alliance de la santé planétaire. Je suis Rebecca Camaroto, secrétaire du pro-doyen de l'Université de São Paulo dans notre campus principal à l'Université de São Paulo. C'est un plaisir de présenter cette séance de talks, de présentation rapide et je vais passer aux auteurs des posters. Le docteur Eduardo Viola est professeur du programme de relations internationales à l'Université de Brasilia et fellow à l'Institut d'études avancées à l'Université de São Paulo. Merci d'être ici. Vous avez la parole, professeur. Bon après-midi à tous. Bon, je pense que mieux que moi-même, que moi-même je parle de la question, c'est beaucoup mieux que les auteurs eux-mêmes des projets présentés commencent eux-mêmes à parler de leurs projets. Bonjour à tous, bienvenue à notre présentation. Je m'appelle Biomesh Taluga, je travaille à l'Institut de santé mondiale à l'Université du Canada. Le titre de la présentation est « Effet sur l'eau, l'énergie sur la côte au sud-ouest du Bangladesh » et c'est le domaine d'études de l'agriculture et changement climatique. Ici, nous avons dans cette région, nous avons l'agriculture basée sur le riz et les crevettes. Nous avons ici aussi une plantation de légumes et nous investiguons ce lien entre eau, énergie et aliments sur ce système. L'axe, nous avons des collectes de données et la littérature et des questionnaires sur les relations sur le terrain, des entretiens et la discussion en groupe focus. Nous travaillons dans les conditions de biodiversité, le rendement des cultures, l'utilisation de la terre et d'autres éléments. Sur cette diapo, nous pouvons voir aussi que les valeurs des indicateurs d'eau, énergie et nourriture intégrés nous montrent donc l'efficacité de chaque système. Sur cette diapo, nous avons les systèmes agricoles avec l'eau collectée de différentes sources. Et ici, des indicateurs collectés de différentes sources d'eau. Des systèmes agricoles aussi qui offrent de différentes ingestions de calories et de protéines et leur rendement. Ici, chacun des systèmes et les maladies infectieuses qui sont présentes dans les systèmes d'approvisionnement d'eau. Et ici, les activités physiques, les maladies non infectieuses que nous retrouvons dans cette région. Ici, des indicateurs que les systèmes qui sont plus résilients offrent de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la biodiversité, et offrant donc du soutien et protégeant la santé. Et ici, les contributions pour les ODS 1, 2, 5, 6 et 12 basées sur nos rencontres. Sur nos constats, nous pensons que la santé des agriculteurs est liée au système d'approvisionnement de nourriture, les écosystèmes, les événements extrêmes de climat, la gestion de la terre et la santé publique. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis Charles Zemugabo de la faculté de santé publique de Makerere à Ouganda. Je vais parler de la perspective des jeunes et risques de santé, des perspectives dans les bidonvilles urbaines en Ouganda.
Nous avons fait ce travail pour explorer les risques de santé urbaine qui sont dans les limites de la santé planétaire et dans des bidonvilles urbaines en Ouganda. Nous avions 10 groupes de jeunes que nous avons formés pour prendre des données sur ces risques. Et pour aussi, nous leur avons appris à prendre des photos avec des caméras et ils ont pris des photos pendant 2 semaines et demie. Et pendant cette période, on se rassemblait à chaque 2 semaines pour discuter les photos et aussi pour générer des données. Nous analysions les données en utilisant cette analyse et de modèles économiques. Il y a quelques risques que nous avons trouvés qui sont ici sous la fondation sociale et comme promet l'avis de ceux qui vivent dans les bidonvilles. Et, par exemple, les déchets solides et liquides qui sont inclus ici et qui a résulté dans la dégradation environnementale, ainsi que la faible hygiène des aliments qui pourrait exposer les personnes à l'intoxication alimentaire, à des maladies liées à la consommation d'aliments et aussi le risque augmenté de transmission de maladies. Et donc, des pratiques sexuelles sans sécurité, les gens parfois avec plusieurs partenaires sexuels sans utiliser de protection, et ceci finit par augmenter les chances d'avoir des maladies sexuellement transmissibles. Aussi des taux élevés de criminalité, de la violence, des conditions inadéquates donc, et des personnes qui étaient exposées à ces risques, à la poussière aussi, les personnes qui parfois souffraient des lésions, et ceci pourrait affecter leur vie également. Et aussi des risques liés au toit écologique, la pollution de la terre, par exemple, bien sûr, la conservation de la terre. Bon, et il y a de la pollution dans les régions et ceci mettre les gens sous le risque d'inondation et aussi des noyades et la mort des personnes, et surtout des petits enfants. Et la pollution. La pollution à cause de la circulation d'automobiles et aussi l'utilisation de gaz pour préparer les aliments. Ceci peut affecter la santé des personnes et aussi ceci peut générer des changements climatiques. Donc, de ce travail, la conclusion est que nous avons discuté le rôle de la jeunesse dans les plus différentes situations liées à la santé planétaire. Et ils habitent dans des régions, des zones où il y a la dégradation de l'environnement. Et nous devons assurer que les zones urbaines soient planifiées adéquatement. La conservation de la nature et la protection de l'Afrique sous-saharienne. Dans un endroit, nous voyons une plus grande croissance de ressources naturelles. Il n'y a pas de lieu où nous ayons plus besoin de la conservation de cette nature. Nous verrons comment nous pouvons offrir des bénéfices à tant de personnes comme la vie sauvage. Le projet Tangane dans l'est de la Tanzanie s'est concentré sur la santé des familles, des poissons et des forêts. Au cœur de l'aire du projet, le parc des montagnes Mahale avec plus ou moins 600 espèces d'animaux en incluant des chimpanzés, des éléphants. Les problèmes de cette région, ce sont les problèmes de l'Afrique sous-saharienne, ce sont les problèmes des indicateurs mauvais de santé. Chaque question, en général, est approchée de façon séparée. Cette approche offre des problèmes inespérés.
inattendus. Par exemple, le traitement à travers les pesticides fait face au paludisme. Mais là, nous avons un problème du stock des poissons. Des personnes, des populations rurales vivent de façon intégrée et il y a une évidence de ce que des projets intégrés donneront de meilleurs résultats parce qu'ils traiteront les problèmes de façon interrelationnelle. C'est important d'appuyer des solutions intégrées basées sur la reconnaissance de ce que les humains et l'environnement sont connectés. Avant le début du projet, nous avons fait une recherche de lignes basales pour mesurer le bien-être humain. 5 ans après, nous avons refait la recherche et nous avons croisé les résultats. Ce que nous avons trouvé, c'est que les familles ont dit qu'elles étaient mieux qu'avant. La plus grande partie des ménages ont dit qu'ils avaient des difficultés pour obtenir le nécessaire à leur survie. 5 ans après, le nombre de familles qui déclaraient cela a chuté. Ici, nous voyons la mortalité infantile et sauver la vie des enfants intéresse aux humains et à la nature. Ceci rend les familles et les plus saine et réduit la pression sur les forêts et sur la nature. Parmi les familles, il y a eu une augmentation du nombre de femmes mariées qui utilisent des méthodes contraceptives, mais même comme ça, elles étaient encore à un niveau de 50%, relativement bas. La pêche, ici, nous avons la quantité de poissons collecté a augmenté avec le temps. Nous voyons une diminution de l'usage du charbon, ce qui est bon pour les forêts. Et maintenant, Tungan signifie unissons-nous. Et c'est ce que le projet fait. Il unit la santé en menant des bénéfices à toutes les parts. Si nous voulons atteindre des résultats positifs et durables, c'est important d'appuyer des programmes intégrés pour répondre aux défis quotidiens auxquels les personnes font face dans les pays en développement. Merci. Bonjour à tous. Je vais présenter des résultats préliminaires pour l'étude qualitative faite par moi et par la docteure Laure Brown et par la docteure Eleni Frois au sujet de la santé environnementale au Pérou. Il s'agit d'une étude qualitative. Nous avons conduit 18 entrevues semi-structurées à distance, 6 pour l'académie, 6 pour le secteur public et 6 pour le secteur des services. Nous avons fait une analyse thématique pour comparer la sensibilité au genre et également les facilitateurs parlaient des projets de santé environnementale. Les priorités n'étaient pas toujours alignées dans les organisations. Il y avait un focus très clair sur le genre, l'environnement et la santé. Nous avons quelques situations que vous pouvez lire ici et d'autres citations dans notre travail. Les interviewés ont indiqué plusieurs barrières à la collaboration, le machisme, le manque d'interdisciplinarité, manque de financement, également le népotisme. Quelques entrevues ont identifié des aspects qui ont aidé dans la collaboration, la relation directe, construire la réputation et confiance, transparence, responsabilité, acceptabilité. Plusieurs interviewés ont mis en relief la réalité difficile à laquelle ils doivent faire face, surtout au sujet des droits indigènes. Ils ont des droits, ils ne doivent pas se désister de leur terre. Pour cela, vous devez comprendre le langage, mais aussi le système. En d'autres mots, c'est une surprise ici au Pérou. Il y a plusieurs politiques de droits de l'homme, mais elles ne sont pas appliquées, elles ne se
mises en œuvre et ceci n'est pas compris. Donc, c'est un système qui est complètement injuste, absent, visible. C'est un problème. L'autonomisation des femmes est vue comme une solution pour la mise en pratique de ce programme. Je vais mettre en avant les questions conceptuelles, interrelationnelles et comme les barrières de macrostructure contribuent à l'absence de projets environnementaux consacrés au genre et aux politiques durables. Tout d'abord, merci pour cette opportunité de partager notre travail lié à la dégradation de la Terre causée par le changement climatique et la santé planétaire. Il est en train d'être révisé par un périodique. Notre projet, en écrivant cet article, c'est de faire la contribution une contribution. Ce serait une façon efficace de disséminer des connaissances pour les législateurs et les académiciens. Nous avons eu cette approche d'un concept en utilisant le DPSA que nous avons adapté à cette étude, n'incluant pas la lettre A. Nous avons utilisé la révision de la littérature pour identifier les principaux articles de la littérature et nous avons répondu à ces questions. Tout d'abord, pour les drivers, nous nous sommes concentrés sur les mécanismes qui peuvent dégrader la terre, l'humidité modifiée du sol par exemple. Et là, pour la partie, en ce qui concerne l'État, nous nous sommes concentrés sur comment ces processus peuvent avoir des effets sur le changement climatique et les voies d'exposition qui peuvent atteindre les humains affectés et quelles sont les conséquences sur la santé. Pour montrer la signification de tout cela, nous allons utiliser ce diagramme pour reconnaître les liens systémiques entre la dégradation de la Terre et dans tous les ODS. Les principaux résultats que nous pouvons avoir sur le slide, sur ce modèle, sont été réagroupés en 7 sous-catégories. Et du fait du temps, je ne vais pas lire toutes les catégories, mais j'aimerais partager la partie la plus satisfactoire. Nous avons été capables de connecter chaque système à au moins un ou plus de ces catégories ou de ces sous-catégories. Ce sont 6 sous-catégories. Et dans chaque sous-catégorie, nous avons pu identifier des connexions. Par exemple, la 7e catégorie, migration et conflit. Migration déclenche des conflits et la migration et les conflits ensemble peuvent être liés à d'autres sous-catégories. Et c'est ce que nous voulions intégrer et démontrer avec notre étude, aider les législateurs à comprendre les voies complexes du changement climatique et de la dégradation de la Terre, et aussi les impacts sur la santé planétaire, et la nécessité d'un système basé sur une approche interdisciplinaire pour comprendre l'importance de l'action coordonnée pour réduire l'impact du changement climatique sur la dégradation de la Terre. Merci de nous écouter et nous sommes ouverts à vos questions. Merci. Merci à toutes et à tous les conférenciers. Et maintenant, nous avons du temps pour les questions et les réponses. Des questions qui sont adressées aux auteurs de ces recherches. Vous pouvez écrire ici dans le Q&A. Vous pouvez envoyer vos messages à partir du bouton Q&A. Je vais commencer avec une question. Dans le dernier article qui a été très intéressant, avec une vision très large de la littérature, lorsque vous avez fait la révision, est-ce que vous avez trouvé une quantité significative de cas dans lesquels la situation est proche de quelque chose qui pourrait gérer un nombre significatif de réfugiés du climat? Merci pour votre question, dit Nilanjana. Nous n'avons pas essayé de quantifier quoi que ce soit. Nous étions concentrés pour évaluer le processus et comment relier cela à la question de la santé planétaire par rapport à
à la région d'immigration et conflit, à ce secteur, nous avons découvert qu'il s'agit d'un sous-système important. Comme j'ai mentionné dans la vidéo, migration peut mener à des conflits. Et cette composante comme un tout peut avoir une liaison avec la sécurité alimentaire du fait de la subsistance. Elle implique tellement de gens dans une petite superficie, n'est-ce pas? Le collègue a été aussi un contributeur de cet article. Est-ce que tu voudrais t'exprimer? Vous êtes muté. Oui, c'est une notion fantastique. Nous avons découvert qu'il y a une corrélation positive avec la dégradation de la terre et la migration et là, la production des réfugiés. Je suis du Bangladesh, dans la zone côtière. La culture normale a des causes anthropologiques. Il existe également la question de la déforestation des mangroves. Et ça fait partie de leur culture. Et certaines personnes finissent par migrer. Mais nous avons besoin de plus de recherches par rapport à ça, parce que la dégradation de la terre, si elle gère des réfugiés ou pas, mon opinion, c'est que sûrement, elle gère de la dégradation. Lorsque la production chute, il y a des conséquences sur la question de l'alimentation. Et les plus pauvres finissent par migrer vers les villes. C'est le destin final de ces peuples. Et ceci crée des conséquences socio-économiques dans les zones urbaines. La densité populationnelle est énorme. Il y a moins d'économie informelle lorsqu'ils migrent vers les grandes villes. Mais il existe des facteurs sociaux, des conséquences sociales qui ont de fait un impact sur ceux qui ont une faible rente. Et ceci gère des conflits. Le conflit en Syrie n'est pas le résultat de la dégradation de la terre ou du manque de pluviosité, manque de pluie. La partie agricole dans les parties rurales, s'il y a de la sécheresse, elle migre vers d'autres régions et cette situation gère des conflits. C'est ce que je pourrais dire. Très bien. Biomkesh. Je crois que j'ai bien prononcé votre nom. C'est intéressant, ce panorama général que vous nous avez donné. Nous avons ici une question du Sam Myers. Tout d'abord, en fonction des bénéfices des systèmes intégrés, pourquoi il n'y a pas autant de personnes qui n'embrassent pas ces systèmes? Est-ce qu'il y a des non-avantages économiques ou des risques culturels? Merci, Monsieur Sam Myers, pour ce séminaire fantastique. Je suis en train de travailler sur la région côtière durant les derniers 25 ans et la gestion des mangroves et également le rôle de l'administration publique est très important. La recherche également. J'ai travaillé en durabilité, en évaluation du système agricole en utilisant des méthodes avec plusieurs indicateurs. Nous avons observé dans ce cas, vous avez raison, les systèmes intégrés d'agriculture, pêche, riz, végétaux ont plus d'efficacité énergétique, ils ont plus de productivité, économiquement ils sont plus efficaces. Évidemment, ils méritent une meilleure approche parce qu'ils ont des effets positifs sur la biodiversité. Ce sont des systèmes agricoles qui fonctionnent toute l'année et la production est le résultat d'une petite aire de terre.
c'est-à-dire ce système est très diversifié et intensifié, mais également nous pouvons garantir que l'écosystème a tout. Pourquoi les personnes des zones côtières ne mettent pas en œuvre ce système intégré? Tout d'abord, c'est le manque de politique gouvernementale. Nous avons alors la culture de crevettes que nous voyons et il y a ce prix de 10 $. Si vous vendez seulement un paquet de crevettes, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Alors la terre a été capturée par les propriétaires et ceux-ci gèrent des injustices. Il y a des personnes qui sont marginalisées. Les producteurs ruraux sont plus marginalisés dans ce secteur. C'est un problème. Nous n'avons pas une politique pour traiter des problèmes des producteurs de crevettes. Les producteurs de crevettes, ils ont une demande internationale. Il n'y a pas de réduction de la demande. Il y a tout un mécanisme et il y a toute la stratégie d'adaptation qui est faite par le gouvernement du Bangladesh. Mais ceci est toujours fait du haut vers le bas et jamais du bas vers le haut. Donc, ils ne prennent pas ces facteurs en considération. Les producteurs ne sont pas autonomes. Ils n'ont pas de pouvoir sur la terre, pas de pouvoir sur l'argent. Ils n'ont pas l'accès à la prise de décision et ceci a un rôle important. Maintenant, beaucoup de chercheurs sont en train d'approcher ce système intégré de culture en essayant de mettre en pratique une politique et un programme stratégique de 100 ans pour Bangladesh pour qu'ils puissent aider les producteurs côtiers en introduisant cette pensée et en apportant un écosystème qui puisse gérer des multicultures pour qu'ils puissent avoir de fait une bonne productivité, pour qu'ils puissent avoir du bien-être et pour qu'ils puissent assurer leur subsistance. La parole est ouverte. Qui aimerait poser la prochaine question? Bonjour. S'il n'y a pas d'autres questions, c'est moi qui la poserai. C'est pour le troisième présentateur, Monsieur Margulis. Ce partenariat est entre la Pathfinder International Nature Conservancy et les autorités locales. J'aimerais savoir un peu plus sur les systèmes alimentaires dans le secteur où vous avez votre activité. Les personnes savent ce qu'est une diète plus saine, que la consommation de fruits, par exemple, de végétaux, est-ce qu'ils ont conscience de cela? Merci, Eduardo, pour votre question. Oui, ça, c'est un secteur où nous avons des producteurs qui font la culture du maïs. 98% des ménages sont producteurs. Des producteurs qui pêchent également dans certaines saisons de l'année, lorsque les poissons migrent vers le lac Tanganyika, lorsqu'ils sont localisés, alors c'est relativement facile de capturer plusieurs poissons, des poissons petits comme des sardines, et ils sèchent ces sardines, ce qui veut dire qu'ils reçoivent alors beaucoup de micronutriments des poissons et par conséquent, la mauvaise nutrition n'est pas de mise. Il y a durant 2 mois de l'année où ils ont plus de difficultés à s'alimenter. Ce sont les moments qui sont entre les cueillettes. En général, les personnes sont très saines dans cette région. Le problème, c'est que il y a 10 ans, lorsque le projet a commencé, la pêche avait beaucoup chuté et les prix étaient en train de monter et ce n'était pas accessible pour les locaux pour qu'ils achètent du poisson. Comme le poisson valait beaucoup, ils vendaient le poisson. Heureusement, la pêche s'est améliorée durant les 5 dernières années, un signe positif.
Nous avons pu le vérifier dans certains endroits. La diversité des poissons a augmenté également. Et nous avons parlé aux pêcheurs pour écouter ce qu'ils avaient à dire et pour voir si la pêche s'améliorait. Et ils nous ont dit que oui, dans les zones côtières, la pêche s'améliorait. Dans les zones offshore, la pêche n'avait pas beaucoup d'amélioration. Le deuxième plus grand lac du monde, il est partagé par 4 pays. C'est un lac géant. C'est une région de pêche ouverte où vous pouvez utiliser n'importe quel type d'équipement, qu'il soit durable ou pas. Il y a certains défis dans la pêche interne. Et cette question nutritionnelle, nous avons eu quelques problèmes avec le chlore entre les cueillettes. Mais les personnes là-bas ont une bonne santé, une bonne hygiène nutritionnelle. Merci. Ici, nous avons une question de Rebecca. Une question adressée vers Laura Brown. Quel est le rôle des femmes dans les communautés indigènes du Pérou? Comment ceci est relié à la situation comme un tout, la situation des femmes dans le pays? Merci beaucoup pour cette question. Nous nous sommes concentrés sur l'intersection de l'environnement, santé et de femmes, mais nous n'avons pas trouvé des groupes particulièrement vulnérables de femmes à cause des questions historiques de la façon par laquelle elles sont traitées dans leur sous-groupe de la population et dans la structure ethnique du pays. Évidemment que nous avons des questions de machisme. Hélène aussi a des points à rajouter sur cela. Oui, j'aimerais dire que le rôle des femmes varie dans différents groupes indigènes au sujet de différentes régions du pays. Dans certains groupes, oui, le machisme est très disséminé. Les femmes ne peuvent pas participer aux réunions au sujet de leur propre territoire et droits. Mais dans d'autres groupes, du fait des entrevues que nous avons réalisées avec les associations, celles-ci ont mentionné que le rôle des femmes était non seulement d'assumer le rôle traditionnel, mais aussi dans la production de rente. Parfois ayant à migrer, parfois devant laisser ces locaux d'origine d'indigènes pour aller en direction au lieu où elle pouvait trouver un travail indépendamment de son niveau de qualification. Je pense qu'il y a une autre question. Vous selon vous, qu'est-ce que vous avez identifié comme facteur de changement dans l'autonomisation des femmes? Ce que nous avons identifié dans nos entrevues était relié à l'expérience, aux expériences des participants, des communautés, dans différents secteurs de travail en incluant l'académie, les ONG. Elles ont mentionné des caractéristiques, par exemple, d'avoir des hauts niveaux de responsabilité, le fait qu'elles puissent réaliser des multitâches dans leur rôle, le rôle qu'elles assument. Non seulement par rapport aux questions du programme, mais également par rapport à d'autres types d'activités qui puissent gérer de la rente. J'aimerais rajouter que nous avons trouvé dans ce sous-ensemble de sujets, nous avions une grande tendance
à interviewer plus de femmes. Donc, il y a toute une série de questions de changements relatifs aux femmes, à l'environnement, à la santé, mais à travers du processus d'autonomisation des femmes, on dirait que la santé est bénéficiée. Les femmes commencent à penser plus à leur propre santé, à la santé de leur famille. Nous avons 4 minutes qui nous restent. Alors, nous avons le temps pour encore une question. Qui aimerait poser une question? Ce sont tous des travaux très intéressants. Si personne ne veut poser de questions, c'est moi qui vais poser une question. Une question vers Laura et Elaine. Comment vous pouvez comparer la situation des femmes dans les échantillons que vous avez étudiés avec les données générales des femmes dans la société péruvienne? Je pense que c'est une question difficile, mais peut-être vous aurez des éléments de réponse. Nous ne nous sommes pas concentrés sur des groupes particuliers de femmes, mais nous avons trouvé des questions qui étaient, oui, présentes dans le reste de l'environnement. Le Pérou a une culture de machisme qui modèle plusieurs questions environnementales et de santé. Ceci est devenu l'un des agents promoteurs des disparités et des registres de santé associés à cela. Donc l'inégalité de genre au Pérou, comme dans d'autres Pérou, génère de l'inégalité de rente et ils sont reliés à des questions culturelles. Mais ce que nous avons étudié, c'est dans ce sous-groupe des femmes. Merci, nous devons conclure, nous atteignons la fin. Je remercie à tous pour votre présentation. Une recherche très intéressante. C'est une recherche très intéressante. C'est des recherches très intéressantes conduites. Il y a la difficulté également reliée à cet environnement qui ont donné lieu aux recherches. Merci beaucoup.